Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce lundi. François Hollande tente de renouer avec les Français qui sont de moins en moins nombreux à lui faire confiance. Visite à Dijon et puis émission de télé la semaine prochaine. Débat dans un instant sur l'opération Reconquête et explication d'une politique avec les sénateurs PS Richard Yung et UMP Philippe Dominati. Les coupes budgétaires n'évitent pas les nouveaux coûts comme celui de la dépendance. 3 rapports de plus remis aujourd'hui au gouvernement sur la prise en charge de plus en plus coûteuse des personnes âgées. Le Japon se recueille aujourd'hui, 2 ans après le séisme ayant provoqué le tsunami meurtrier et la dévastation à Fukushima. Envisager l'inenvisageable, c'est la ligne retenue par la France pour ses centrales. Invité du 19h, Thierry Charles, le directeur général adjoint de l'Institut de sûreté nucléaire, qui avance un coût astronomique en cas d'accident en France. 2 jours sur place, une nuit passée ce soir à la préfecture. François Hollande renoue à Dijon avec les visites présidentielles prolongées pour aller à la rencontre de la France réelle. S'estimant sous pression d'une sinistrose qu'aucune embellie économique ne vient démentir, le chef de l'État a pris la parole tout à l'heure pour expliquer sa politique et lancer un appel à la mobilisation pour l'emploi. Je suis donc dans ce déplacement pour constater ce qui marche, ce qui avance, pour entendre aussi les impatiences, les interrogations, les inquiétudes, et j'en ai eu à plusieurs reprises l'illustration de ces femmes qui s'inquiètent pour leurs enfants, de ces personnes qui veulent que leur logement soit réhabilité, de ces retraités qui veulent que leur pension soit préservée. J'entends tout cela. Et c'est pourquoi je pense qu'il n'y a pas de plus grande priorité que la lutte contre le chômage. C'est ce qui fait qu'un pays prend confiance en lui-même ou au contraire trouve parfois des occasions de désespérance. La France, elle doit espérer. La France, elle doit avancer. La France, elle doit gagner. La politique du gouvernement de Jean-Marc Ayrault a des instruments qui nous permettront à la fin de l'année d'atteindre nos objectifs. Et je le rappelle, le premier, c'est d'inverser la courbe du chômage. Et François Hollande reprendra longuement la parole demain à 11h, discours à suivre sur les chaînes parlementaires. Des visites à portée positive avaient donc été organisées dès cette première journée. Rénovation urbaine, entreprises performantes, signature de contrats d'avenir. Une première journée suivie par Michael Zamès et Jérôme Rabier. Reprendre contact avec les Français comme au bon vieux temps de la campagne présidentielle. De ce côté-là, ses vœux ont été exaucés. Ne pressurez pas trop les retraités. Non, mais il n'est pas question de ça. Hein. Ne nous pressurez pas trop. Voilà. On est un petit peu déçus parce qu'il nous a promis beaucoup de choses et voilà, donc peut-être qu'il nous a promis trop de choses. Mais désormais, les Français lui demandent des comptes, haut et fort. Monsieur Hollande, elles sont où les promesses? Hein? Allez, elles sont où? Pas vraiment au goût d'un service d'ordre sur les dents. Pas de quoi perturber le président qui trace son chemin. Bon les jeunes, comment ça se passe au lycée alors? Qu'est-ce que vous faites comme fille On est en seconde. Seconde, d'accord. Et puis préparer des études qui conduisent à un emploi. Oui. Et y croire. Merci. Certes, il est venu écouter, il le fait, mais aussi vanter les mérites de sa politique avec toujours l'emploi en priorité. Donc là, les emplois d'avenir, ça va être essentiellement vers cette jeunesse des quartiers qui nous interpelle, qui nous dit qu'est-ce qui est prévu pour nous, qui a envie de travailler. C'est ça l'objectif, 100 000 emplois d'avenir. Un autre rendez-vous attend désormais le chef de l'État, une rencontre avec les élus locaux à qui il leur a demandé de faire un effort financier et là aussi, il devra les convaincre. Et puis, le président de la République dormira en préfecture dans un lit de 2,50 m, un lit qui avait été fait à l'époque pour le général de Gaulle. Il ne devrait pas se sentir trop à l'étroit. Voilà, et François Hollande avait promis durant sa campagne de revenir à Dijon, chose faite donc chez son ami François Rebsamen, le sénateur maire de la ville, répond à Michael Zamès sur ce qui s'apparente donc à une opération de reconquête de l'opinion. Il mène une politique courageuse dans une période de crise, c'est pas la peine de le rappeler, les Français savent qu'il y a une crise, cette politique courageuse elle portera ses fruits, mais il a
consacré beaucoup de temps à l'international. C'est normal, c'est le président de la République d'un pays qui est en guerre contre le terrorisme. Donc il faut aller, il a une empathie naturelle envers les gens, il faut qu'il aille à leur rencontre, il faut qu'il les entende, et j'espère qu'il va pouvoir s'en imprégner pour ensuite donner de la cohérence. C'est ce qui avait marché pendant la campagne électorale, mais on voit que les choses ont changé, parce qu'il est à l'Élysée, évidemment, c'est totalement différent. Donc vous voulez aujourd'hui que François Hollande, vous qui êtes un proche, qu'il revienne un petit peu sur ses fondamentaux? Oui, qu'il renoue dans ce contact, qu'il enrichit et surtout que cela lui permettra, j'en suis sûr, cela lui permettra de redonner du sens et de la cohérence à l'action. Beaucoup de choses ont été faites, mais elles ne sont pas assez connues. Vous savez, il suffit pas de l'annoncer une fois pour que les Français et les Françaises soient informés. Il faut que, pour que ça infuse dans la société, il faut le répéter, le répéter et le répéter. Et je pense qu'il va commencer à le faire. C'est aussi le rôle du gouvernement. Et j'attends qu'il le fasse avec plus de force et plus de cohérence. Il va y avoir aussi les élus locaux à qui on demande beaucoup d'efforts en ce moment. On imagine qu'il y aura quelques récriminations, que ça risque d'être un dialogue un petit peu difficile. Demain, il y a une partie rencontre avec des élus ruraux du pays de l'Aussois, et donc il les connaît bien. Il connaît bien le problème des élus ruraux. C'est vrai que les collectivités locales sont appelées aujourd'hui à faire des efforts. Je crois qu'elles sont prêtes à le faire, mais encore faut-il qu'elles aussi, elles aient de la visibilité et qu'elles sachent à quoi ça va servir. Et donc c'est son rôle de donner cette cohérence et cette explication. Voilà donc François Rebsamen qui invite le chef de l'État à mettre de la cohérence entre les ministres du gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Ce matin, François Rebsamen avait sur Europe 1 critiqué le concours Lépine des mesures fiscales. Avec nous donc Richard Yung, bonsoir. Sénateur PS représentant les Français établis hors de France, et puis Philippe Dominati, sénateur UMP de Paris. Bonsoir à tous les deux. Alors d'abord, Richard Yung, est-ce que vous partagez l'avis de votre président de groupe, Monsieur Rebsamen, l'hôte de François Hollande aujourd'hui, et qui évoque donc une attente assez forte de mise en cohérence de la politique suivie? Oui, comment serait-il différent d'ailleurs? Mais ça me paraît le bon sens. Parce que ça pèse de ce côté-là. Parce qu'il faut donner un sens et une cohérence. Il y a un certain nombre de grandes mesures qui sont prises, que je développerai si vous le souhaitez, qui forment une politique que nous pensons être une politique globale de rétablissement et de préparer la France au moment où la conjoncture va permettre le redémarrage. Mais il faut que ceci soit visible et sensible. Mais concrètement, qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien? C'est quoi les couacs entre les ministres, les propos divergents sur la fiscalité du diesel, sur les contraventions de stationnement, voire même sur les économies budgétaires? On entend des ministres dire que ce n'est pas la bonne ligne. Ceux qui disent ça disent quelque chose d'erroné, si c'est le cas. Madame Bateau, qui a Madame dit la ça. ministre du Logement Duflot. Mais ce que je crois, c'est qu'il faut que l'on explique et réexplique cette politique. Elle est évidemment pas particulièrement populaire. C'est une politique un peu de douleur, il faut le dire. Mais pour nous, c'est la seule. Et je crois qu'il y a en fait un assez grand soutien à cette politique. Et que oui, je pense que les Français sentent que nous sommes dans une situation où il n'y a pas tellement d'alternatives. Voilà. Non, mais quand même, la cote du chef de l'État est encore en recul. Oui, dans le dernier baromètre de l'Ipsos, moins 5 points d'un coup à 31%. Monsieur Grossier, depuis que je lis les journaux, je vois des commentaires illimités sur la chute de popularité des présidents de la République. Je crois que tout le monde a dit qu'on ne gouverne pas en regardant l'indice. Voilà. Alors Philippe Dominati, donc si on suit le sénateur socialiste, le chef de l'État est victime en quelque sorte du courage de sa politique. Est-ce que vous partagez cette appréciation? Moi, je retiens les mots cohérence et manque de visibilité. Or, c'est ce que ressentent tous les Français. C'est-à-dire qu'on aimerait bien comprendre la politique économique du gouvernement. Un coup, elle veut sanctionner les entreprises, les entrepreneurs, taxer, créer des charges nouvelles. Puis, par moment, puis on dit on va redonner espoir, une espérance, l'avenir, etc. Nous, on souhaite une politique, mais ce qui serait bien, c'est qu'elle maintienne un cap. Or, on ne voit pas de cap dans cette politique économique. Et deuxièmement, effectivement, il y a des divergences en permanence. Nous battons le record du chômage en 10 mois. 1000 chômeurs par jour depuis l'élection de François Hollande. Nous battons le record des prélèvements obligatoires de tous les pays développés.
Ça, c'est un fait. Jamais on a taxé. Il n'y a pas d'effort sur la dépense publique, aucun effort sur la dépense publique. Les exemples sont malheureusement nombreux, ils sont fréquents, on peut les rappeler. L'abandon d'un fonctionnaire sur 2, par exemple, les journées de carence. Il n'y a aucun effort qui est fait. Et puis on dit il faudra faire un effort. Et puis troisième objectif. Effort, pas effort, vous n'êtes pas d'accord. Oui, alors terminé. Troisième objectif, c'est que rarement on a vu un budget contesté à fin février. On nous a expliqué dans ces discussions budgétaires au mois de décembre qu'on allait tenir des objectifs en 2013. Le 28 février, les objectifs sont déjà remis en cause. On est à la mi-mars. Le premier trimestre ne s'est même pas écoulé que le budget qui a été proposé, le premier budget de la gauche proposé aux Français, est déjà par terre. Richard Yung. Monsieur Dominati ne voit pas le cap parce qu'il ne veut pas le voir. Vous dites, on ne fait pas d'efforts sur les dépenses. Nous avons, vous savez que la réduction du déficit est de 30 milliards, 20 milliards par des recettes fiscales, 10 milliards sur la dépense. Et M. Cahuzac vient de dire, et les lettres de cadrage, je crois, du Premier ministre sont sorties récemment, 5 milliards d'économies supplémentaires. Donc 15 milliards d'économies sur la dépense publique cette année. 15 milliards. C'est tout à fait considérable. Je ne veux pas utiliser cet argument ancien, mais enfin, vous ne l'avez pas fait. Alors, ne venez pas nous donner des leçons là-dessus. Est-ce que cette façon pour le chef de l'État de se déplacer en France, quand on dit un voyage éventuellement toutes les 6 semaines, peut être une formule gagnante selon vous? Écoutez, je n'ai pas d'opinion. Je sais que d'autres l'ont fait. Je crois que c'est une bonne façon d'avoir un lien avec la population française, avec le peuple français, avec les élus. Je ne vois pas ce que ça peut avoir de négatif. Il faut que ce soit des déplacements avec des vrais contacts, pas des déplacements Potemkin. Voilà. Philippe Dominati, est-ce que vous estimez que le chef de l'État est condamné à l'impopularité désormais sur l'ensemble de son quinquennat? Oui, s'il n'arrive pas à fixer un cap clair et qu'il soit compris des Français, très certainement. Ce qu'on lui demande, c'est un cap. Ce qu'on lui demande, c'est de tenir des engagements. Il ne tient pas les engagements, il hésite, il peut se déplacer. C'est au contraire une nécessité, je pense, de garder le contact avec les Français, mais il faudrait écouter les Français. C'est ça le plus important. Se déplacer, c'est bien, mais écouter, c'est mieux. Vous écoutez, c'est-à-dire que quand on annonce des taxes nouvelles, évidemment... C'est-à-dire lorsqu'on a dit « je n'augmenterai pas les impôts et qu'on les augmente tous les 15 jours », ça veut dire qu'on ne les écoute pas. Lorsqu'on dit « ma priorité c'est le chômage » et qu'on combat l'emploi et les entreprises et qu'on accepte les destructions, c'est qu'on ne les écoute pas. Lorsqu'on a dit « on veut développer les exportations de la France avec Areva et le nucléaire et qu'en même temps on fait Fessenheim », c'est qu'on ne les écoute pas. Monsieur Dominati est très négatif. Oui, ça très négatif. C'est pas la sinistrose, mais c'est pas loin. Bon. Non, je suis en colère, je suis pas négatif. Moi, je souhaite simplement qu'il y ait un cap fixé. Je rappelle, rétablissement des déficits, que vous nous avez laissé quand même, le champion du monde des déficits, vous le savez qui c'était, et qui a augmenté les impôts. Bon. Nous faisons un effort sur la compétitivité des entreprises, le pacte. Nous avons, et c'est pas nous, mais un accord a été négocié pour la première fois sur l'emploi, la flexibilité de l'emploi entre les syndicats et le patronat. C'est une première en France. Les syndicats, vous pourriez le voter, tout ça c'est positif. Quand il deviendra loi. Oui, vous pourriez le voter, ça. Bien sûr, s'il est effectivement... s'il a de la compétitivité des entreprises, c'est une bonne chose. Conforme à l'accord qui a été signé par les partenaires sociaux. On peut le voter. Puisqu'il introduit de la flexibilité dans l'emploi pour... Alors, au chapitre des fameux efforts qui sont demandés aux Français, il y a un coup de rabot qui s'annonce sur les prestations sociales. La Cour des comptes qualifie de niche sociale ces aides qui vont au plus grand nombre. On en parle, mais d'abord la présentation de ce qui nous attend sans doute avec Cécile Sixou. Pour trouver de l'argent, le gouvernement fait désormais les fonds de tiroir et pourrait bien s'attaquer aux prestations sociales. Plusieurs hypothèses sont envisagées comme la refonte du système d'attribution des allocations familiales. Elles pourraient être soit plafonnées, soit fiscalisées. Dans un cas, seuls les ménages les plus riches seraient touchés car les aides dépendraient des conditions de ressources. Dans l'autre, tous les ménages seront impactés directement sur leur feuille d'impôt. Autre piste, revoir les aides à la naissance. Certains envisagent aussi de diminuer la prime de naissance qu'on attribue
au jeune couple qui vient d'avoir un enfant, ou de diminuer la prestation d'accueil des jeunes enfants qu'on donne aux couples qui ont des enfants de moins de 3 ans. Enfin, le gouvernement pourrait réduire directement les budgets des CAF et avec moins de moyens, les caisses savent déjà qu'elles ne pourront plus offrir les mêmes prestations, comme par exemple les aides au logement ou les créations de places en crèche. Pour répondre à ces questions, un rapport coordonné par Bernard Fragonard, le président du Haut Conseil à la famille, sera remis à la fin du mois à Jean-Marc Ayrault. La commande est claire, réaliser 2,1 milliards d'économies d'ici 2016, tout en améliorant le sort des familles les plus pauvres. Difficile équation. Alors Richard Yung, est-ce qu'on peut éternellement demander aux Français de faire des efforts? Il y a des voix critiques qui s'élèvent au sein même de votre camp aujourd'hui. Oui. Je dois dire que, bon, je comprends qu'il faut baisser la dépense, mais il me semble que tout ce qui touche à la famille, à la naissance, ce sont des choses qu'il faut aborder avec une très grande prudence. Moi, je demande d'avoir de façon précise les propositions, etc. Parce que c'est une des forces de la France que d'avoir une politique de naissance et d'encouragement à avoir des enfants, et tout le monde connaît notre taux de natalité, et ça fait partie des moteurs importants qui seront là quand... Prudence de votre part. Philippe Dominati, il y a des voix dans votre camp qui disent qu'on peut envisager un plafonnement des allocations familiales en fonction des revenus, ne pas forcément les distribuer aux ménages les plus aisés. Qu'en pensez-vous ? Moi, je pense que ça fait partie de ce que je viens d'exprimer, c'est-à-dire que c'est par petites touches que petit à petit on essaye de taxer à nouveau, de prélever à nouveau, et on essaye de faire du catégoriel. On essaye de trouver des symboles, comme on a fait les hauts salaires, comme on fait le secteur bancaire, comme on le fait sur le secteur pétrolier. À chaque fois, on essaye de trouver des symboles, parce que la difficulté du président de la République, c'est de satisfaire à la fois son électorat, la gauche de la majorité, et en même temps le réalisme, le pragmatique, c'est-à-dire la société française d'aujourd'hui, dans l'Europe, dans le marché et dans la compétition économique. Et en réalité, il y a des écarts en permanence. Et donc ça fait partie, vous l'avez souligné tout à l'heure, sur les amendes, des taxations nouvelles, et petit à petit, les niches fiscales, c'est quoi? C'est généralement quelque chose qui est fait par le législateur lorsque la pression fiscale est trop forte dans un domaine particulier. Alors le législateur a fait une niche fiscale parce que la pression était trop forte. Maintenant, on dit on va réduire les niches fiscales. Bien, très bien, on peut réduire les niches fiscales, mais dans ces conditions, il faut une réforme de la fiscalité. Il faut refaire un certain nombre de choses, pas se contenter de faire du conjoncturel. Richard Yung, il y a 400 niches fiscales en France, donc il y a de la marge, et il y en a qui se discutent. Mais, Monsieur Dominati, on ne peut pas comparer l'idée d'une fiscalité sur des revenus, des salaires d'1 million par an, avec la mise en cause de la prime à la naissance, etc. C'est des ordres de grandeur complètement différents. Et je pense qu'il faut faire attention à ne pas les mettre ensemble. Merci, messieurs, d'avoir accepté de débattre donc sur ce plateau à la suite de ce premier jour de cette visite de 48 heures à Dijon. On verra la suite demain avec le chef de l'État et donc le discours qu'il prononcera, peut-être pour expliquer, préciser ce cap que vous réclamez, monsieur Dominati. Ce sera à 11 h demain en direct de Dijon sur les chaînes parlementaires. On évoque maintenant un tout autre sujet. On a parlé ensemble des coupes budgétaires, mais il y a des dépenses nouvelles qui s'annoncent inévitables, comme le financement de la dépendance. Quelques 2,5 milliards d'euros supplémentaires dès l'an prochain, ainsi en 2015, alors que le nombre de plus de 75 ans va doubler dans notre pays d'ici 2060 pour atteindre alors 12 millions de personnes. 3 nouveaux rapports ont donc été remis au gouvernement dans la perspective d'un projet de loi qui sera présenté à la fin de cette année. Julie Hulin. Faute de temps et d'argent, Nicolas Sarkozy avait renoncé à mener cette réforme à son terme. François Hollande en a lui fait une promesse de campagne. Les rapports en vue de la future loi d'adaptation de la société au vieillissement sont arrivés ce matin dans les mains de Jean-Marc Ayrault. Premier axe de travail, la prévention. Accompagner le passage à la retraite, lutter contre l'isolement et anticiper la perte d'autonomie. Deuxième axe, réorganiser la société française pour faire face à son vieillissement en favorisant le maintien à domicile avec l'adaptation de 80 000 logements par an aux personnes dépendantes et la simplification des démarches sous forme de guichet unique. Quand un parent devient dépendant, la personne
immédiatement, elle doit à la fois trouver une maison de retraite, trouver une aide à domicile. Je propose dans mon rapport la transformation des maisons départementales des personnes handicapées en maisons départementales de l'autonomie, au fond en guichet unique départemental. Ça coûte rien. Voilà, c'est des questions d'organisation. La réforme de la dépendance aura pourtant un coût pour l'instant fortement éludé. En 2010, les dépenses liées à la perte d'autonomie des personnes âgées étaient estimées entre 26 et 34 milliards d'euros. Des charges qui vont fatalement augmenter avec le vieillissement de la population. Plusieurs pistes ont déjà été évoquées pour le financement, relèvement du taux de CSG, extension de la journée solidarité. L'État pourrait également faire appel aux assurances privées pour alléger les coûts. Un casse-tête qu'il faudra résoudre en quelques mois. Le projet de loi est annoncé pour la fin de l'année. Toulouse se replonge cette semaine, un an après, dans la série de crimes de Mohamed Merah. La première victime a été honorée aujourd'hui, le parachutiste Imad Ziaten, qui a été décoré à titre posthume de la Légion d'honneur par le ministre de la Défense, en présence de sa mère, toujours aussi touchante et juste, Latifa. À Marianne, a-t-on appris aujourd'hui, le groupe djihadiste qui a été démantelé était capable de commettre un attentat à très court terme. C'est une affirmation du procureur de Paris. Recueillement aujourd'hui au Japon, 2 ans après le séisme qui avait provoqué le tsunami meurtrier et puis la dévastation de la centrale de Fukushima. Il y a eu 1 minute de silence dans tout le pays ce matin, peu avant 7 heures, heure de Paris. Sur le lieu de la centrale, eh bien, les travaux se poursuivent, mais il faudra 40 ans pour démanteler les installations nucléaires, le plus vaste chantier de déconstruction jamais engagé sur un site nucléaire. En France, la question de la sûreté des centrales est régulièrement relancée. Un nouveau marché qui s'annonce colossal à l'heure où l'industrie de l'atome patine. Mélanie Montant. 2 ans après Fukushima, l'industrie du nucléaire a le moral en berne. Le leader français Areva en a fait les frais avec 940 millions d'euros d'annulation de commandes. Pourtant, le service minimum continue d'être assuré en France avec la construction d'une centrale EPR à Flamanville. Areva se lance également dans une nouvelle activité au cœur des préoccupations de la population, la sécurisation des sites nucléaires. 200 millions d'euros doivent être investis d'ici à 2016 sur 4 des 19 centrales françaises. Un marché prometteur dans l'Hexagone où 7 des 58 réacteurs ont dépassé les 40 ans et où la révision des normes de sûreté a déjà entraîné quelques 10 milliards d'euros de travaux. La centrale doyenne de Fessenheim doit quant à elle être arrêtée en 2017. En attendant, la peur d'un Fukushima français persiste. Selon une étude présentée la semaine dernière, le coût d'un accident pourrait aller de 120 à 430 milliards d'euros pour une catastrophe semblable à celle de Fukushima. Des chiffres astronomiques qui n'ont pas dissuadé la ministre de l'écologie Delphine Batho de reconnaître le besoin durable d'une part de nucléaire. Et avec nous donc Thierry Charles, bonsoir. Vous êtes le directeur général adjoint de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire. Alors un mot bien sûr d'abord sur Fukushima parce que vous vous tenez informé très régulièrement avec vos correspondants sur place. Vous avez certains de vos chercheurs qui se rendent d'ailleurs. Est-ce qu'il faut s'inquiéter selon vous de la situation malgré ce chantier gigantesque qui a été engagé ? Il faut noter que les Japonais mettent en œuvre beaucoup de moyens sur le site pour intervenir et pour gérer la situation. Il faut voir qu'il y a environ 3000 personnes chaque jour qui travaillent sur le site. Et actuellement, ce que l'on peut dire au niveau du site, des installations accidentées, c'est que la situation est stabilisée. Maintenant, les enjeux principaux sont de 2 types. Il y a encore ce qu'on appelle des rejets diffus, parce que les bâtiments sont dégradés, sont fissurés. Donc, avec les mouvements d'air, il y a encore un peu d'activité qui en sort. Un peu d'activité, donc il y a encore des fuites radioactives. Bien sûr, bien sûr. Sans commune mesure, bien sûr, avec l'accident de 2011. Hein. C'est très faible, mais il y en a encore un petit peu. Donc, que font-ils ? Première action, c'est de couvrir les bâtiments de telle façon qu'il n'y ait pas de rejet vers l'extérieur. Et ils les couvrent, pour quoi faire ? Pour pouvoir ensuite intervenir à l'intérieur, pour d'abord vider les combustibles qui sont présents dans les piscines de combustible, et ensuite, donc là ça va prendre quelques années, et ensuite intervenir dans les cœurs dégradés pour enlever cette matière radioactive. Et là, ça ne commencera pas avant 10 ans, et ça va prendre, comme vous l'avez dit, au moins 40 ans. L'ordre de grandeur. 40 ans. Est-ce que les ouvriers qui sont en première ligne prennent des risques ? Eh bien, en principe, les TEPCO donc, gèrent ces opérateurs. Hein. Vous savez qu'en matière nucléaire, il y a des règles particulières qui s'appliquent pour éviter que les opérateurs soient trop exposés au rayonnement. Et là, qu'est-ce qu'on prévoit ? En pratique, il y a des zones où les opérateurs ne vont pas. Ah. C'est un travail à distance. Hein. Par exemple, sur les réacteurs accidentés, vous avez vu, vous rappelez, les explosions qui ont mis à bas les parties hautes des bâtiments. Il faut voir, pour démonter ces parties hautes, c'est fait à distance par des grues télécommandées qui travaillent sur le toit pour enlever les matériaux. Mais les hommes sont quand même exposés. J'ai lu que
les équipes étaient renouvelées très fréquemment. On ne peut pas travailler trop longtemps. On risque d'être contaminé. Bien sûr, les gens sont protégés, ils ont des tenues, ils sont surveillés, et en fonction des doses, bien sûr, il y a des limites à ne pas dépasser. D'accord. Est-ce qu'il y a des risques alors pour la population alentour? Parce que peut-être par résignation, il y a des gens qui sont toujours là, qui ne sont pas partis. Hein. Il faut distinguer deux zones en fait. Il y a les zones qui ont été évacuées, donc notamment la zone des 20 km autour de la centrale et une langue dans le nord-ouest. Donc ces zones-là, c'est le gouvernement qui est en charge du retour éventuel de population dans certaines zones. Mais il est bien clair que les zones les plus proches seront inhabitables pour encore de très longues années, des dizaines d'années. Par contre, pour les zones dans lesquelles des gens vivent et où il y a de la radioactivité, là, c'est les mairies qui sont en charge. Et qu'est-ce que font les mairies? Elles prennent des mesures pour limiter les doses que peuvent prendre les personnes qui vivent sur ces zones-là. Comment? Tout simplement en passant au Karcher les bâtiments pour limiter l'activité, en décapant un peu les terrains pour enlever de l'activité sur les sols et en fait réduire les doses que prendraient les personnes qui vivent dans ces zones-là. Donc et ça aussi, ça va durer des années? Eh bien, dans ces zones où les gens vivent actuellement, c'est moins difficile, puisque l'activité présente est beaucoup plus faible, mais bien sûr, c'est une œuvre de long terme. Et il faut qu'on parle de cette étude qui a révélé le journal du dimanche hier. En France, un accident majeur coûterait jusqu'à 5 800 milliards d'euros, selon une de vos études. Donc alors on frémit, parce que alors là on se dit, là on serait vraiment peut-être tous morts, d'abord on ne sait pas, et puis alors l'État n'existerait plus avec des sommes pareilles. Deux commentaires importants. Le premier, c'est pour vous dire que cette étude de 2007, c'est une étude très ancienne qui avait été faite de manière assez enveloppe, en prenant beaucoup de paramètres au pire. Et donc on arrivait vraiment à un chiffre très élevé qui n'est pas réaliste. Ces études-là, on les a refaites et tout récemment, il y a 2 mois, on a réexpliqué quels étaient les coûts estimés des accidents pouvant survenir en France. 2 types. Un accident dit grave, où on a un cœur qui fond, mais heureusement l'enceinte permet de retarder le rejet et de le filtrer. Combien là, 120 milliards. Et deuxième cas où on suppose que le cœur fond aussi, mais cette fois l'enceinte n'arrive pas à retarder le rejet, et là on estime environ 420 milliards. Mais pourquoi fait-on ces calculs? Pour nous inciter à renforcer la sécurité? Entre autres, bien sûr. 2 points importants, parce que le chiffre par définition va être gros, on sait très bien qu'une catastrophe ça conduit à des conséquences élevées. Le point important, c'est de mettre en relief le coût de la prévention. Rappelez-vous que les suites de l'accident japonais en France, ça va coûter 10 milliards à court terme à EDF. 10 milliards par rapport à 400 milliards si on compare. Ça relativise les coûts de prévention. Et deuxième point important, ça permet d'indiquer quelle est la structure des coûts. Il y a des coûts qui sont liés à des coûts sur le site pour décontaminer le site, des coûts liés à des aspects hors du site, notamment les zones contaminées, et puis des coûts d'image. Par exemple, le tourisme, les cultures qui ne pourraient pas être vendues, ainsi de suite. Et donc, cette étude-là permet d'avoir une estimation de l'importance des divers types de coûts et de pouvoir anticiper sur certaines de ces actions-là. D'accord. En tous les cas, un accident pourrait avoir un coût insurmontable pour une nation comme la France. Vous estimez que la protection, elle, a un coût que l'on peut supporter? En d'autres termes, est-ce que vous militez toujours pour le nucléaire? Je vais vous dire franchement, à l'IRSN, notre rôle n'est pas de militer pour le nucléaire, mais pour la sûreté. Pour la sûreté. Et la sûreté, il est clair que ça passe d'abord par la prévention. Et en même temps que l'on prévoit des moyens d'éviter l'accident, on se prépare à un accident. Donc dans ce domaine-là, pour nous, les points importants, c'est de mettre le paquet sur la prévention pour justement minimiser les risques d'accident. Très bien, merci beaucoup de ces explications. Vous vous considérez comme un organisme indépendant? Parce que j'ai vu que les écologistes réclamaient des audits et des études indépendantes. Vous-même, vous vous proclamez indépendant? Tout à fait. Nous dépendons de 5 tutelles ministérielles, mais nous sommes complètement indépendants dans notre activité. D'accord, c'est peut-être une preuve que vous apportez avec ces études quand même, catastrophiques. Quand même, catastrophiste. Merci à vous. C'est la fin de ce journal. À 22 h, Sonia Mabrouk. À suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Parlez-moi d'ailleurs. Merci. À demain. Dès 18 h pour Preuve par 3. Notre invité sera Alain Vidalis, le ministre chargé des relations avec le Parlement. J'ai été au moins 6 fois au commissariat déposer plainte depuis janvier. J'ai su hier qu'il y en avait un qui avait sorti un fusil à pompe. Il y a bien 10-15% des gamins qui ne partent pas en vacances et qui restent toute la journée dehors. Dans les cités, les gardiens d'immeubles sont aux premières loges de tous les conflits, de tous les drames familiaux, sociaux et professionnels. On a envie quelquefois de baisser les bras par rapport à tout ce qu'on voit, ce qu'on trouve. Malheureusement, on ne peut pas choisir les locataires. Le métier de gardien, si tu ne l'aimes pas, ne le fais pas. Avec dans les rôles principaux, Aïcha, Nadine, Lucie et Eduardo, ce documentaire exceptionnel nous fait découvrir des personnalités aussi attachantes que stratégiques. Aux premières loges,
ce soir à 22h30 sur Public Sénat.